Bonjour tout le monde. Merci d'être présent à cette troisième conférence midi en santé et bien-être des hommes qui est offerte dans le cadre des activités du regroupement des organismes pour hommes de l'île de Montréal. Donc aujourd'hui, on reçoit Mme Fanny Charrette, qui est spécialiste en activité clinique au service de formation et de soutien en dépendance du CIUS de l'île de Montréal. Donc, Mme Charrette va venir nous entretenir, nous présenter les différents volets de l'accompagnement qui sont offerts notamment aux hommes qui utilisent les services en dépendance du CIUS de Centre-Sud. Donc, Mme Charrette va faire sa présentation, puis à la suite de la présentation, on va prendre les questions, vos questions. Donc, les questions pourront être posées là, via l'écran ou par la zone de clavardage. Puis, d'ici quelques jours, on va vous envoyer la présentation également aussi avec un petit sondage d'appréciation de l'activité. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à Mme Charrette pour sa présentation. Merci d'être avec nous ce midi. C'est un plaisir. Alors, bonjour tout le monde. Je suis contente d'être avec vous. Moi, je travaille dans les services en dépendance depuis le 30 novembre 2000. Les services spécialisés en dépendance à Montréal, là, c'est l'ancien de l'Art Cormier, aussi peut-être connu plus récemment sous l'acronyme CARDM. C'est ça. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter. Je devais être avec une collègue, Pauline, qui a dû s'absenter aujourd'hui, malheureusement. Donc, elle vous salue et euh, peut-être nous reverrons-nous bientôt. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui, je voulais vous présenter d'abord nos principes d'intervention dans les services spécialisés en dépendance, les services externes qui sont offerts dans les services spécialisés en dépendance, puis les services avec hébergement qui sont offerts. Donc, je vais commencer par vous parler de ce qui se fait avant la référence dans les services spécialisés en dépendance. Donc, la dépendance, c'est une responsabilité transversale depuis 2018. Là, le plan d'action interministériel en dépendance en a fait vraiment une responsabilité pour tous les cliniciens de toutes les directions cliniques et des services communautaires également. Donc, le repérage doit se faire de façon systématique dans tous les programmes cliniques du réseau de la santé et des services sociaux et dans les organismes communautaires. La détection se fait par du personnel qui a été formé pour utiliser les outils DEBA et DEPADO. Puis la référence se fait vers le niveau de service approprié, là, soit les services d'intervention précoce ou les services d'intervention spécialisés. Dans chaque CCCIUS de l'île de Montréal, là, vous avez là, des services d'intervention précoce au CIUS de l'Est, CIUS Centre-Ouest, CIUS de l'Ouest et CIUS du Nord de l'île de Montréal. C'est également, si vous faites partie de ces CIUS-là, c'est également ces services-là d'intervention précoce qui vont vous donner aussi accès à la formation pour pouvoir faire le débat et le dépado. Mais si jamais vous voulez référer quelqu'un puis que vous n'avez pas fait le débat parce que vous n'avez pas la formation, c'est pas un problème. On va le faire là, à l'accueil. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde est bienvenu chez nous avec ou sans débat. Donc, on accompagne aussi la personne jusqu'à ce que les fils soient bien attachés avec les services spécialisés en dépendance. Puis on peut tenir compte aussi de tous les besoins de la personne. Si elle a des troubles concomitants, santé mentale, dépendance, on peut faire la référence en simultané. Nous, on traite les dépendances et les troubles mentaux là, de façon simultanée. C'est beaucoup plus productif pour les personnes. Ça évite aussi que les troubles concomitants s'alimentent l'un l'autre et que la situation se dégrade chez la personne qui est suivie chez nous. Donc, notre posture clinique dans les services spécialisés en dépendance sont guidés par plusieurs méthodes de travail, là, mais surtout la posture clinique qu'on adopte depuis fort longtemps, là, c'est la réduction des méfaits, le no wrong door, et je vais vous présenter aussi nos meilleures pratiques, là, les approches cliniques qu'on utilise.
et les critères aussi de la SAM, là, c'est une des choses qui guide nos interventions. Donc, la réduction des méfaits est décrite là, par le PAID comme une approche pragmatique, humaniste, qui vise à diminuer les conséquences négatives de certains comportements sans exiger nécessairement l'abstinence. Elle s'inscrit dans une logique de santé publique, de respect des droits des personnes et de réduction des inégalités sociales. Ce choix-là a été fait parce que c'est basé sur des données probantes qui nous disent que la réduction des méfaits diminue vraiment les risques de transmission de maladies comme le VIH ou les hépatites, les overdoses, puis ça améliore l'accès aussi aux services de santé. C'est une approche qui est humaine, non jugeante, hein, parce qu'elle reconnaît que certaines personnes sont pas prêtes ou sont pas capables d'arrêter complètement. Donc, plutôt que de les exclure, on va leur offrir du soutien. Ça favorise aussi l'intégration des personnes marginalisées, puis ça réduit la stigmatisation, ça améliore leur qualité de vie. Ces programmes de réduction des méfaits-là coûtent souvent beaucoup moins cher que les interventions d'urgence ou d'incarcération. Donc, c'est devant tous les échecs des mesures de répression que les gouvernements à travers le monde ont choisi la réduction des méfaits comme démarche de santé publique. Puis ici au Québec, c'est surtout là en 1997 à la fondation du Centre Dolores Cormier que la réduction des méfaits a été vraiment installée dans les CCCIUS là, qui ont suivi le Centre Dolores Cormier. Euh, alors, c'est comme ça que c'est arrivé ici. Et on l'utilise encore aujourd'hui. Pour nous, la réduction des méfaits, ça repose vraiment sur la reconnaissance de la dignité de la personne, de sa capacité de choix et les droits de citoyen des personnes qui consomment des substances. On rejette les approches paternalistes. On se présente pas devant les usagers comme ayant toutes les réponses, mais comme des gens qui souhaitent avec eux chercher les réponses on souhaite éviter comme ça la stigmatisation et l'exclusion des personnes qui ont des troubles d'usage. On favorise une relation égalitaire, un accompagnement respectueux et l'autonomisation, mais aussi l'autodétermination des personnes qui consomment, sont capables de faire des choix. Donc, on veut les outiller pour qu'elles puissent faire face aux risques sans jugement. On s'adapte aussi aux risques, au rythme et aux priorités des personnes, à leur réalité individuelle pour favoriser la rétention dans nos services parce que nos personnes usagères sont des fois sont souvent des travailleurs, en fait. C'est des monsieur, madame, tout le monde. Donc, ils ont des réalités propres à eux. On leur offre des services qui sont en lien avec leurs besoins et non pas, on n'essaie pas de faire rentrer des ronds dans les carrés, là. On est vraiment sensible à leur réalité. Puis, on travaille des objectifs concrets qui vont viser d'abord l'amélioration de la qualité de vie en espérant, puis en sachant que en visant l'amélioration de la qualité de vie, ça va faire en sorte que les gens vont améliorer leur situation puis qu'ils vont aller mieux au final. Donc, il faut pas confondre non plus réduction des méfaits puis réduction de la consommation. Les objectifs que les usagers poursuivent dans nos services sont variés. On privilégie des objectifs qui sont centrés sur le mieux-être. Puis, parce que l'abstinence, c'est pas toujours réaliste ou bénéfique pour la personne même. En matière de réduction des méfaits, on est guidé par l'humanisme, le pragmatisme, la haute tolérance. Ça ne veut pas dire de tout tolérer, mais ça veut dire que notre cadre reconnaît qu'on accepte que les personnes peuvent continuer à consommer des substances et que ça comporte des risques. Ce qu'on veut, c'est minimiser ces risques-là. On veut faciliter l'accès aux services aussi des usagers qui sont admis facilement et rapidement dans nos services. On est dans une vision collaborative de l'intervention beaucoup plus que directive. Les personnes qui nous consultent au centre sont au centre de la démarche, puis elles décident des objectifs à atteindre, on les travaille avec eux. Donc, on vise vraiment le bien-être et des interventions peuvent prendre plusieurs formes, puis l'approche est mise de l'avant dans tout le continuum de services en dépendance. Donc, euh, c'est pour vous présenter un peu comment on voit la réduction des méfaits dans nos services. Aussi, le-
le principe de No Wrong Door qui est central dans le soutien qu'on offre aux personnes usagères dans les services spécialisés. Euh, Ce principe-là repose sur l'idée que toutes les portes d'accès des services doivent être ouvertes, puis que les individus doivent pas être perdus ou rejetés quand ils demandent de l'aide. L'accessibilité, là, dans le fond, c'est vraiment un de nos buts, c'est de rendre le plus accessible possible et facile à naviguer nos services en s'assurant que les personnes sont pas découragées de chercher de l'aide. Parce que c'est complexe d'avoir accès, puis on veut éviter là, de créer des obstacles à l'accession des services. Donc, on veut aussi éviter les renvois inutiles là, d'une direction à l'autre, d'une porte à l'autre. Donc, on veut éviter ça, puis on veut s'assurer que chaque contact, que chaque demande d'aide donne accès à une orientation vers un service qui est approprié à la situation de la personne. Ça permet de réduire la confusion puis diminuer la frustration des personnes qui ont besoin d'aide, en particulier dans des situations de grande vulnérabilité. Donc, on veut aussi, comme ça, réduire la stigmatisation dans le domaine des dépendances ou les troubles de santé mentale. Beaucoup de gens se sentent déjà stigmatisés ou marginalisés quand ils demandent de l'aide. Le principe de No Wrong Door permet de diminuer la honte en rendant l'accès aux services plus accueillant, plus inclusif, sans jugement. Donc, on traite vraiment la dépendance comme une habitude de vie qu'on va questionner sans juger puis offrir des services qui vont être appropriés. Ça permet une meilleure coordination des services pour la personne. Ça permet de travailler ensemble aussi comme clinicien, c'est-à-dire on peut travailler de manière interdisciplinaire avec les gens, par exemple, en santé mentale. Les intervenants de la santé mentale peuvent travailler conjointement avec les intervenants de la dépendance pour soutenir les gens qui sont aux prises, par exemple, avec des troubles concomitants. Donc, on veut comme ça réduire aussi les abandons de traitement. On veut éviter que les problèmes aussi s'alimentent l'un l'autre. Donc, on veut absolument réduire le taux de personnes qui abandonnent leur démarche parce que elles ont pas su comment ou demander de l'aide ou qu'elles n'ont pas reçu les services appropriés. Donc, on défend aussi avec conviction les personnes aux prises avec une dépendance. On veut devenir vraiment des agents de changement et éviter la stigmatisation. On veut en fait que nos services soient plus humains et inclusifs. Donc, on va essayer d'éviter les termes désobligeants euh, et utiliser davantage là, les termes euh, euh, personnes ayant un trouble lié à l'usage pour décrire nos usagers. Ce qu'on veut, c'est réduire la honte, la culpabilité que ces gens-là ressentent quand ils viennent nous voir. Puis, on veut aussi éviter les tentatives de contrôle là, sur eux. On veut éviter l'isolement social, hein, parce que déjà, la dépendance, le trouble d'usage, ça venait générer chez les gens des problèmes sociaux. Donc, on veut éviter là, que l'isolement s'aggrave, puis qu'un sentiment de rejet et de solitude s'installe chez les gens et que l'estime de soi se dégrade davantage. Nos interventions qui sont basées sur les meilleures pratiques, l'approche biopsychosociale, donc c'est l'avantage de ça, en fait, c'est que c'est un des morceaux de casse-tête de la dépendance, hein, donc ça permet une compréhension globale de la dépendance en tenant compte des facteurs biologiques, génétiques, neurochimiques et les émotions, les cognitions, mais aussi tout ce qui est social, environnemental et relationnel chez les gens. On veut favoriser une intervention personnalisée et intégrée en utilisant cette approche-là. L'approche motivationnelle qui a l'avantage, en fait, de renforcer la motivation au changement parce que nos usagers sont généralement très motivés, des fois pour la consommation sont très motivés, mais la motivation au changement, c'est moins présent parce que leur cerveau répond moins bien là,
à ce type de motivation-là. Donc, en travaillant avec eux dans les approches motivationnelles, ça permet de centrer vraiment la personne vers le changement, puis ça encourage, là, dans le fond, l'engagement dans le processus de traitement sans la confronter, ce qui donne les meilleurs résultats. On va utiliser aussi l'approche cognitivo-comportementale, dont l'avantage principal, c'est d'aider à modifier les pensées, les comportements problématiques en lien avec la dépendance. Les personnes usagères là, dans nos services présentent des fois des distorsions cognitives qui sont causées par la dépendance. Donc, on vient travailler ça. Ça aide à développer des compétences d'adaptation vers des changements que la personne veut faire dans sa vie. Ça vient les aider dans la prévention de la rechute quand elles ont choisi l'abstinence. L'approche systémique aussi, on essaie le plus possible d'inclure les proches, de comprendre les dynamiques familiales et de couple pour mieux aider notre clientèle. Donc, on favorise des changements puis des interactions de soutien social et les interventions de groupe basées sur l'entraide mutuelle. L'avantage de ça, c'est de venir créer chez nos usagers un sentiment d'appartenance, de soutien. Puis les personnes qui partagent entre elles les expériences vont avoir un plus grand sentiment de compétence dans leur propre traitement. Donc, ça renforce la responsabilisation face à leur traitement, face à leur propre vie. Ça favorise la solidarité entre les personnes qui participent à ces groupes-là et euh, la motivation au changement aussi pour tous. Ça a un effet d'entraînement. Donc, on travaille beaucoup avec ça. Euh, Aussi, dans la dernière année, on a intégré l'approche tenant compte de la violence et des traumatismes en dépendance et en itinérance. Ici, je vous ai mis le visuel là, du fascicule de l'ESCODI. Si vous ne connaissez pas l'ESCODI, c'est l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et en itinérance. C'est une équipe magnifique qui fait des documents magnifiques et dont on devrait, je pense, tous se servir. L'intérêt de cette approche-là dans le domaine des dépendances, c'est vraiment dans le fond, suite au constat selon lequel la majorité des personnes utilisatrices de substances ou en situation d'itinérance ont vécu des traumatismes au cours de leur vie. Donc, ces personnes-là sont davantage à risque de vivre des traumatismes ou de la violence aussi en raison de leurs conditions de vie, puis de la stigmatisation dont elles sont victimes. Donc, l'approche tenant compte des traumatismes et de la violence en dépendance et en itinérance vient répondre à ce besoin-là en proposant une série de principes et d'outils pratiques qui permettent de préparer une intervention adaptée et sensible à la réalité et aux besoins des personnes usagères qu'on dessert. Donc, c'est ça. Le dernier dénombrement là, des personnes en situation d'itinérance au Québec permet d'établir que l'itinérance visible a augmenté de 44 depuis le précédent dénombrement réalisé en 2018, puis que cette augmentation-là touche toutes les régions du Québec. Donc, l'ESCODI a un mandat euh, provincial. Donc, mais ils ont un site Internet vraiment complet. Vous pouvez aller voir leurs outils. C'est vraiment très intéressant. Une autre chose qui guide nos interventions, c'est les critères de la SAN. Donc, c'est une approche scientifique, flexible et personnalisée. Ça nous permet, les critères de la SAN, d'évaluer chaque personne individuellement pour comprendre ses besoins, de lui proposer le bon niveau de soins, qui un- soit un suivi léger, une thérapie intensive, un centre de désintoxication. Nous, on a nos propres services là, qu'on va offrir à ces gens-là, mais on va aussi référer dans d'autres services si la personne préfère ça. Donc, on va adapter le traitement en fonction de la santé de la personne, de son entourage, de sa motivation, de son risque de rechute, mais aussi de ses préférences. Et on va maximiser les chances de succès en donnant aux personnes le bon soutien au bon moment. Donc, on analyse 6 dimensions pour orienter la personne vers le meilleur accompagnement possible. La SAM, pour ceux qui se demanderaient, là, c'est the American Society of Addiction Medicine, qui a été, dans le fond, ils permettent ces critères-là de trouver le bon traitement au bon moment pour la bonne personne. C'est une approche qui, est, euh, qui est mise de l'avant là, chez nous, puis sur laquelle on se base.
Donc, comment soutenir une personne qui hésite ou qui refuse l'aide? D'abord, on va utiliser l'écoute active, hein, essayer de créer un espace qui est sécurisant où la personne peut s'exprimer librement. Ça évite les reproches, puis aussi les conseils non sollicités. On va essayer d'éviter ça le plus possible. On va reformuler les propos de la personne pour montrer qu'on comprend les émotions puis les préoccupations. Il faut toujours se souvenir que les gens aussi ont le droit de refuser les services qu'on leur propose. Donc, on va respecter le rythme de la personne. La personne, elle doit sentir qu'elle garde le contrôle de ses décisions euh, pour être bien dans cette démarche-là. Donc, on va proposer de l'aide sans insister. L'idée de semer des graines, dans le fond, hein, de pas forcer un changement qui serait pas souhaité par la personne. Donc, lui dire peut-être que si un jour elle veut explorer des options euh, pour s'aider, ben on sera là, puis on va l'aider à trouver des ressources. Donc, on veut informer aussi sans imposer. On peut donner de l'information de façon neutre sur la dépendance. On peut proposer à la personne de faire des recherches sur ce qu'elle consomme, sur les risques, puis d'en discuter avec elle. Dans le fond, on peut mentionner les bénéfices qui sont possibles là, dans une démarche euh, par rapport à sa dépendance, mais sans non plus dramatiser les conséquences. Donc, il existe des services qui peuvent aider sans jugement, puis c'est pas non plus un besoin de s'engager tout de suite. De toute façon, quand les gens viennent dans nos services, on travaille l'engagement au traitement avec eux, puis ça fonctionne généralement bien. Donc, on va aussi encourager les petits pas. Les gens vont poser des gestes, des fois parler de leurs difficultés, des fois réduire leur consommation aussi, hein. La consommation, c'est sur un continuum. Les gens vont des fois aller dans des comportements qui sont plus à risque, des fois revenir dans une consommation à moindre risque ou vers de l'abstinence pendant un certain laps de temps, même si c'est une journée, 2 semaines ou un mois ou un an, ben c'est très bien si elles sont capables de le faire. Donc, il faut pas qu'elles se découragent là, si jamais elles retournent vers la consommation. On va les encourager à maintenir leurs acquis, puis à comprendre qu'elles sont capables d'améliorer leur situation. Donc, on va encourager aussi les proches à demander eux-mêmes de l'aide. On offre dans nos services des services d'aide à l'entourage où les gens peuvent venir chercher de l'aide sans que leurs proches qui sont aux prises avec une dépendance ou un trouble d'usage soient dans l'obligation d'avoir un suivi avec nous, là. Donc, les personnes qui ont un proche peuvent venir sans contrainte, euh, et elles n'ont qu'à composer le numéro là, du guichet d'accès en dépendance. Donc, il ne faut pas hésiter à consulter si jamais vous en avez besoin. Donc, les services externes en réadaptation, en dépendance, dans le fond, comment on accède aux services, autant le service d'aide à l'entourage que les services là, pour les troubles d'usage de substances, les troubles de jeux de hasard et d'argent et l'utilisation problématique d'Internet se font par autoréférence. Donc, les gens peuvent téléphoner au guichet d'accès par eux-mêmes ou se présenter sur place du lundi au vendredi de 8h à 20h ou du lundi au jeudi, pardon, de 8h à 20h ou le vendredi de 8h à 18h et au 950 de Louvain-Est. C'est là qu'il y a le guichet d'accès en dépendance ou peuvent se faire par d'autres moyens de référence, là, soit en liaison au milieu hospitalier, des références par les médecins. Mais on va, si jamais vous êtes un professionnel qui voulait référer quelqu'un sans qu'on ait parlé à l'usager, ben il faut déjà que le débat soit fait. Si le débat est pas fait, l'usager peut téléphoner lui-même, vous pouvez l'accompagner et nous, on va le faire avec lui au téléphone ou sur place. Donc, dans un délai de 14 jours suivant cet appel-là ou cette première visite-là, l'usager va avoir eu un premier rendez-vous d'évaluation spécialisée, puis va connaître la personne qui va être son intervenant pivot, là, comme son gestionnaire de cas, si on veut. À quelques exceptions près, ça se passe comme ça. L'admission dans nos services est vraiment simple, puis la réadmission encore plus simple. Nous, on encourage vraiment les gens à revenir dans nos services. C'est le propre de la dépendance de présenter un parcours récursif, c'est-à-dire que les gens vont
avancer, revenir dans une zone plus connue, faire des changements, avoir besoin de retravailler certaines choses. Donc, on les encourage à revenir. Là, le parcours d'une personne en réadaptation dure en moyenne 17 ans. Puis c'est pas parce qu'on n'est pas bon dans notre travail, là, c'est vraiment parce que c'est ça le propre de la dépendance. Puis ce parcours-là va comporter plusieurs épisodes de service. Donc, il n'y a pas de honte à revenir dans nos services. Là, si jamais vos usagers disent je suis déjà allé, ils vont dire rien compris. On comprend tout ce qui se passe, on les accueille à bras ouverts, il n'y a aucun problème, puis on les accueille vraiment sans jugement. Donc, on se fait vraiment un point d'honneur de réadmettre rapidement et sans jugement, de manière chaleureuse, les personnes qui ont besoin d'aide. On dit jamais non. Donc, ce numéro-là il est pour tout le monde. Tout le monde peut nous téléphoner, autant les personnes avec un trouble d'usage que les personnes qui ont besoin d'aide à l'entourage. Ensuite de ça, il y a les services externes de réadaptation. Évidemment, qu'est-ce qu'on fait là? Hein? C'est l'évaluation spécialisée en dépendance. Généralement, on va faire l'IGT, qui est l'indice de gravité d'une toxicomanie. On va questionner les personnes là, sur les impacts de leur dépendance sur les différentes sphères de vie. Si la personne nous dit qu'elle veut aller à l'interne, bien à ce moment-là, on va faire l'évaluation NIDEP. Donc, ça va être les premiers pas là, dans nos services. Les gens, quand ils arrivent, on va faire l'évaluation spécialisée. Et ensuite de ça, va commencer là, la réadaptation en externe, soit en individuel ou en groupe. Donc, on a un parcours de groupe qui est vraiment bien monté. C'est vraiment des services adaptés aux besoins aussi de chaque usager. Là, les gens peuvent décider de ne pas faire de groupe, puis on va les accueillir quand même. Là, c'est pas un problème. Donc, la gestion de cas va inclure, par exemple, l'évaluation, la planification, l'arrimage aussi. On va essayer de faciliter l'adaptation des services à la réalité de l'usager, puis jouer un rôle de médiateur un peu pour améliorer le continuum de services pour ces personnes-là. Donc, on a des groupes de réadaptation et de soutien aussi. On a des groupes pour les différentes phases là, du processus de réadaptation. Puis on a des groupes de soutien où les usagers peuvent venir discuter entre eux, s'entraider. Donc, on a aussi, bon, le suivi individuel, le suivi conjugal, familial. Le suivi individuel, dans le fond, c'est celui qui est le plus fréquent, là, puis il permet vraiment de réaliser des actions de réadaptation et de réinsertion sociale, parce qu'on a aussi ce service-là de réadaptation sociale, voyons, de réinsertion sociale. Et la fréquence des rencontres est adaptée aux besoins d'usagers. La longueur aussi des rencontres est adaptée aux besoins de l'usager puis aux objectifs qu'on poursuit ensemble. Donc, ça peut varier là, de plus qu'une rencontre par semaine à une rencontre par mois. Euh, Puis, ça peut s'étirer dans le temps. On n'a pas de temps défini là, pour rencontrer les gens. C'est vraiment au moment où ils en ont besoin, là, où on est là. Donc, on utilise l'approche motivationnelle, cognitivo-comportementale. On essaie d'aider les gens à trouver des stratégies de coping. Euh, Puis la réduction des méfaits, évidemment, est incluse dans tout ça. Puis nos services sont vraiment montés selon l'approche de réduction des méfaits, là. Elle est vraiment intégrée dans nos services. Donc, c'est ça. Donc, la réinsertion sociale, hein, on aide les gens à modifier leur environnement, prévenir la désaffiliation, maintenir et généraliser des acquis. Et les services externes de gestion du sevrage, eux autres dans le fond, sont offerts aux personnes qui, par exemple, voudraient faire un sevrage, mais pourraient pas se libérer pendant plusieurs jours ou plusieurs semaines pour aller à l'interne. Ça peut être envisagé là, pour les usagers qui présentent des risques de sevrage de léger à modéré. Certains usagers qui présentent des risques de sevrage plus significatifs ils peuvent aussi avoir accès à ces services-là, mais vont généralement être orientés dans nos services internes. Donc, on va l'offrir aux gens qui présentent un sevrage modéré quand on sait là, que les usagers sont bien soutenus à la maison puis que les facteurs sont favorisants à ce service-là.
qui habitent dans un endroit sécuritaire puis qui peuvent compter sur un soutien adéquat de leurs proches. On va faire aussi un suivi étroit de ces usagers-là là, durant la période de sevrage. Donc, ça doit être planifié puis réalisé en collaboration avec les infirmières de nos services. On les réfère aux infirmières. Eux autres, ils vont faire l'évaluation puis débuter les soins avec les usagers. Donc, les sevrages externes se font avec aussi le soutien des médecins de famille de nos usagers. Donc, ça permet de communiquer avec le médecin de famille, de la pertinence aussi de fournir un traitement pharmacologique pour la prévention des rechutes d'alcool, par exemple, avec une prescription, là, soit de Révia-Campral ou gabapentin. On a aussi les services de traitement par agoniste opioïde. Depuis quelques années, l'offre de traitement par agoniste opioïde s'est diversifiée, puis elle est offerte maintenant par les médecins qui œuvrent en GMF, en clinique médicale, dans le cadre de notre programme dépendance. Il y a deux services dont le mandat est d'offrir le traitement. Il y a la clinique relais et le CRAN, dont je vais vous parler tout à l'heure. Et il y a aussi le service de soutien à l'entourage, dont je vous ai déjà parlé. Donc, ça inclut les personnes là, qui sont préoccupées par un membre de l'entourage sans que celui-ci soit suivi dans nos services en dépendance. Donc, elles sont considérées, ces personnes-là, comme des personnes usagères, mais comme aussi accompagnatrices, c'est-à-dire qu'elles peuvent venir accompagner leurs proches aux prises avec une dépendance dans les rencontres de suivi si la personne principale utilisatrice euh, le souhaite. Donc, la clinique externe de l'hôpital Notre-Dame du STMU, les services des toxicomanies et médecine urbaine, est accessible à la clientèle de 18 ans et plus qui présente des troubles liés à l'usage, désirant obtenir de l'aide en lien avec une problématique de santé. La gestion des symptômes de sevrage physique est faite là, l'évaluation du diagnostic. On a des services vraiment complets pour nos usagers. Puis là, je vois le temps filer, fait que je vois que j'ai pas beaucoup de temps pour vous en parler. Mais ces services-là sont vraiment accessibles avec rendez-vous suite à une référence par un professionnel. Donc, vous devez avoir fait l'évaluation préalable. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, le numéro de téléphone est ici. Et M. Brassard m'a dit qu'il allait vous envoyer le PowerPoint. Alors, c'est très bien. Les services intensifs avec hébergement, on a 4 endroits où les gens peuvent se présenter. En fait, où ils vont être référés. Ils ne peuvent pas se présenter directement, mais ils vont être référés là suite à nos évaluations. Donc, la gestion de sevrage avec hospitalisation sur une unité spécialisée, c'est pour les gens qui ont besoin là, de vraiment d'une équipe médicale complète pour faire leur sevrage. La gestion de sevrage avec hébergement sous supervision médicale se fait dans nos services spécialisés au site Prince-Arthur. Les services intensifs avec hébergement sous supervision psychosociale se fait au centre de réadaptation sur Prince-Arthur et sur Louvain. Et le service d'urgence dépendance, c'est vraiment pour les personnes qui sont en crise en lien avec leur dépendance. Donc, ce qui est à savoir, c'est que, dans le fond, là, l'arrêt de consommation de certaines substances peut mettre la personne en danger de mort. C'est le cas pour l'alcool, le GHB, les benzodiazépines aussi à forte dose. Donc, les opioïdes, c'est pas un sevrage qui est mortel, mais qui est tellement désagréable et traumatisant. Ce qu'on souhaite, c'est que pour les sevrages de ces substances-là, que les gens soient référés soit à l'hôpital ou dans nos services pour qu'on puisse bien évaluer puis bien accompagner ces personnes-là pour pas qu'elles souffrent inutilement. C'est important à savoir là, de pas proposer d'emblée aux personnes qui consomment de l'alcool, GHB, benzo et opioïdes de simplement arrêter leur consommation et de davantage aller chercher là, le soutien médical. Le mandat des services de gestion de sevrage avec hébergement dans les services spécialisés en dépendance sont là pour vraiment diminuer l'inconfort physiques qui sont associés au sevrage, donc gestion de sevrage, diminuer la détresse psychologique associée au sevrage. On va aider à retrouver un équilibre dans les activités de la vie quotidienne, initier le processus de réadaptation et de réinsertion sociale pour ces personnes-là, puis favoriser aussi la transition vers les services externes en dépendance ou d'autres services dans la communauté.
Donc, ce qu'on souhaite, là, dans le fond, c'est prévenir la rechute en atténuant les symptômes physiques désagréables, puis on aide à réduire ces symptômes-là, là, euh, en ayant vraiment là, un souci là, de prévention auprès d'eux, de prévention des symptômes graves de sevrage. Donc, on offre un soutien psychologique qui amène moins de détresse, moins de comportements impulsifs ou autodestructeurs pendant le séjour. On fait beaucoup de prévention de marginalisation en favorisant l'autonomie, la stabilité, la réintégration sociale. On propose une structure qui est une routine saine puis structurée qui va diminuer les occasions de consommer. On va discuter de ça avec eux pendant leur séjour euh, et faire des activités de prévention de la rechute. Puis on va favoriser aussi la transition vers différents services pour éviter les brisures de services et les ruptures de soins. Donc, le service de gestion de sevrage avec hébergement au 110 Prince Arthur, il y a 10 chambres disponibles là. C'est vraiment pour les personnes qui ont besoin là, d'une équipe médicale présente sur place. Donc, les personnes de 18 ans et plus qui ont un trouble lié à l'usage de substances. Donc, les sauvages doivent pas nécessiter de plateau technique hospitalier, mais pour un médecin présent du lundi au vendredi sur appel le soir, de nuit, les fins de semaine et le personnel infirmier 24/7. Si ça, c'est suffisant, les gens vont y être orientés. Donc, c'est des sevrages qui sont légers à modérés qui sont là. Les gens qui ont un sevrage sévère vont être référés davantage vers le centre hospitalier. Donc, la gestion de sevrage sous supervision psychosociale et la réadaptation interne, on a 45 chambres individuelles de disponibles. C'est sous la responsabilité clinique du personnel éducateur. La programmation est majoritairement basée sur l'intervention de groupe, mais les éducateurs sont là 24/7 pour répondre aux besoins des usagers. Donc, on va favoriser la motivation au changement, identifier les déclencheurs, identifier les séquences de pensée, les émotions, travailler vraiment en cognition comportementale avec eux, identifier les besoins sous-jacents au comportement associé à la dépendance, identifier les solutions alternatives à la consommation, identifier un réseau social relationnel supportant, identifier les besoins relatifs à la réinsertion sociale, les aider à imaginer comment ils pourraient faire ça aussi, comment ils pourraient s'y prendre pour être au contrôle au volant de leur propre traitement. Donc, on va favoriser l'autogestion de la santé, essayer de, de, de réduire les risques puis les méfaits associés à la dépendance chez ces personnes-là auxquelles on s'attache énormément. Donc, il y a aussi les services avec hébergement à l'hôpital Notre-Dame pour les sevrages plus sévères ou l'hospitalisation des personnes admises là, ces gens-là sont pas tenus d'assister à des groupes. Souvent, ils n'en ont pas la force. Donc, il s'agit d'une unité vraiment là, de haute tolérance où les gens peuvent venir pour un simple sevrage d'alcool avec risque de complications, mais aussi pour cesser une substance en particulier, mais pas une autre. Les usagers reçoivent des services selon leurs besoins spécifiques, puis ils peuvent sortir là, quand ils en ressentent le besoin. Personne n'est tenu de rester là contre son gré, là. Donc, c'est ça. Puis les hospitalisations à l'hôpital Notre-Dame vont permettre d'évaluer là, puis de traiter des conditions qui sont aiguës, puis de réaliser des évaluations globales de santé pour vraiment donner les meilleures chances possibles de rémission aux gens. Et on va aussi accorder une attention particulière à la clientèle itinérante qui nécessite des évaluations spécialisées en lien avec des troubles neurocognitifs potentiels causés par la dépendance ou non. Les services de traitement par agonistes opioïdes, l'accès à ces services-là, dans le fond, va se faire soit sur place à la clinique Relais, dont je vais vous parler après, mais d'abord au CRAN, qui est le Centre de recherche et d'aide pour narcomanes. Ces services-là, ils ont évolué beaucoup à travers le temps. C'est des traitements qui sont quand même effectués à part des traitements réguliers. Donc, on veut éviter aussi que les gens se rendent dans nos services pour un traitement TAO
avant d'aller au CRAN ou à relais. Donc, vraiment, si vous avez un usager qui est aux prises avec un trouble d'usage d'opioïdes, c'est vraiment le CRAN et la clinique relais qui pourraient le mieux répondre à leurs besoins. Puis, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez contacter le CRAN au numéro qui est là ou la clinique relais euh, qui est vraiment là, une clinique bas-seuil qui vont recevoir vraiment des gens là, qui ont un trouble lié à l'usage de des opioïdes et en situation de grande précarité qui vivent sur l'île de Montréal. Donc, ils vont offrir des services vraiment complets là pour les personnes là, qui sont dans une situation de grande précarité. Ils ont des salles de consommation supervisées, du matériel de consommation sécuritaire. Ils offrent aussi toutes sortes d'accompagnements pour faciliter le passage de ces gens-là dans nos services et dans la société. Donc, les références se font par autoréférence. Les gens peuvent se présenter aux heures d'ouverture, soit en personne ou au téléphone. Il y a aussi la clinique d'accès rapide en dépendance, qu'on dit CARD. Dans le fond, c'est une clinique qui fait pas précisément du traitement par agoniste opioïde, mais si c'est le besoin de l'usager, ils peuvent débuter le traitement. Donc, eux autres sont au deuxième étage du pavillon Mailloux, puis leur horaire est quand même restreint, mais facilitant. Le mardi de 8h45 à 11h30 et le mercredi de 12h45 à 15h30. Donc, c'est pour les personnes là, de 18 ans et plus qui présentent un trouble lié à l'usage de substances et qui désirent obtenir de l'aide en lien avec leur usage. Donc, ils ont des services aussi adaptés. Il y a la clinique 10+, qui est réservée là, aux personnes du territoire du Sud-Ouest. Euh, du sud, du centre-sud de l'île de Montréal, donc sud-ouest Verdun, les personnes qui sont aux prises avec des problèmes d'itinérance, de dépendance. Ils ont une approche vraiment interdisciplinaire, des champions en fait, ces cliniques-là sont toutes championnes là, de la réduction des méfaits, mais ils ont vraiment des approches interdisciplinaires intéressantes et veulent vraiment là, euh, aider des gens de cette communauté-là qui est peu mobile. Puis, si le débat n'est pas complété par les professionnels référents, encore là, vous pouvez nous les référer. Les personnes là, à 10+, vont s'occuper de le faire. Donc, ça. Et aussi les traitements paragonistes opioïdes, là, si vous n'êtes pas familier avec ça, ici un petit encore de l'escodie là, pour vous montrer un peu ce que ça peut représenter. Donc, le terme opioïde, il englobe les composés naturels et synthétiques aux propriétés analogues, semblables, là, qui vont interagir avec les mêmes récepteurs du cerveau. Donc, généralement des, euh, des des substances qui vont euh, induire de l'analgésie, c'est des sédatifs, puis c'est des médicaments qui sont couramment utilisés pour le traitement de la douleur. Euh, et les gens qui en consomment peuvent devenir dépendants et le sevrage est extrêmement douloureux. Maintenant, on fait plus de sevrage d'opioïdes comme tel. On va d'abord induire un traitement pharmacologique, un traitement par agoniste opioïde pour diminuer les risques de surdose, diminuer les symptômes de sevrage, puis permettre aux personnes d'avoir les meilleures chances possibles de se sortir de cette mauvaise passe-là là, qui est extrêmement douloureuse. Donc, il y a des avantages à chaque traitement, puis l'ESCODI a fait un super fascicule là, qui permet et aux usagers et aux cliniciens de travailler ensemble pour choisir le bon traitement pour les usagers. On essaie d'agir le plus possible contre les surdoses. Euh, il faut savoir que toutes les substances qui sont achetées sur le marché noir sont susceptibles d'être contaminées par les opioïdes ou d'autres substances qui peuvent mener à des surdoses. Par rapport aux opioïdes, on a la naloxone qui vient renverser les effets d'une surdose. Donc, vous avez ici les signes à surveiller là, concernant les surdoses. Euh,
Donc, et quand on dit toutes les substances achetées sur le marché noir, là, ben, les opioïdes, ils font pas de différence entre est-ce que vous avez des sous dans votre compte de banque ou non, est-ce que vous travaillez ou non, est-ce que vous avez 14 ans ou 18 ans ou 45 ans. Toutes les substances, ça comprend toutes les substances, c'est-à-dire même le cannabis est susceptible d'être contaminé par des opioïdes. Donc, on souhaite que les gens soient le plus prudents possible. Puis, si vous avez quelqu'un autour de vous qui consomme des drogues, qui l'achète sur le marché noir, parce que c'est une habitude qui peut être qui est quand même assez fréquente, là. Il y a des gens qui consomment des drogues de façon récréative, puis c'est tout à fait correct. Mais s'assurer d'avoir une trousse de naloxone qui sont données gratuitement dans les pharmacies ça peut être vraiment intéressant pour sauver des vies. Évidemment, quand on l'utilise, tout de suite, on appelle le 911 parce que la personne peut retomber en surdose dans les 30 minutes qui suit la première dose ou avant, là. Donc, il faut vraiment appeler le 911 dès qu'on administre une dose. Et puis, on suit ensuite les indications du 911. Donc, si vous avez besoin de soutien clinique, et des formations. Évidemment, pour les intervenants des CIUS du Nord, de l'Est, de l'Ouest et du Centre-Ouest, il y a les équipes d'intervention précoce en dépendance de votre CIUS qui peuvent vous soutenir. Puis pour l'ensemble des intervenants de l'île de Montréal, le service de formation soutien en dépendance, un mandat régional, vous pouvez nous écrire au formation.dépendance.ccsmtl à commercial.sss.gouv.qc.ca ou aller sur Eventbrite pour voir toutes les formations qui sont disponibles, qu'on vous donne gratuitement. Donc, vous pouvez vous inscrire aussi à ces formations-là. Pour les formations débat, puis que vous êtes dans un des CIUS qui a été précédemment nommé, vous vous adressez à ces CIUS-là. Puis sinon, ben, vous pouvez nous contacter ou vous inscrire euh, sur notre page Eventbrite. Donc, ici, je vous ai mis quelques services régionaux là, pour vous aider. Et puis, vous allez l'avoir dans le PowerPoint. Donc, ça mettrait fin à ma présentation. Ben, merci beaucoup, Madame Charret. C'est très intéressant, très complet aussi comme présentation sur les services qui sont offerts par le service de formation et d'accompagnement en dépendance. C'est vraiment super bien. Merci beaucoup. Euh, Ça me fait plaisir. Est-ce qu'il y aurait des questions suite à la présentation de Mme Charrette sur des fois des éléments de précision, des précisions que vous aimeriez avoir ou des aspects concernant l'accompagnement, les liens que vous pouvez faire avec votre organisation? Donc, Joël de l'organisation Mère avec pouvoir a levé la main. Donc, Joël, je vous cède la parole. Oui, bonjour, merci. Merci pour la présentation, c'était vraiment intéressant. J'ai appris plein de choses. J'avais deux questions. La première, est-ce qu'il y a des frais associés à certains de vos services? Non? Non, Tout non. est gratuit? Tout est gratuit, c'est service public. C'est Génial. les taxes qui payent ça. Bon, c'est parfait. Puis l'autre question, c'était, ben, vous avez mentionné plusieurs fois là, que c'était des services 18 ans et plus. Oui. Est-ce qu'il existe des services associés avec le CRDM pour les mineurs? Oui. En fait, nous, on donne, dans les services externes réguliers, on donne des services aux mineurs, 14 ans et plus. Avant ça, bien évidemment, ça va être les hôpitaux pour enfants qui vont s'occuper des enfants. Mais les cliniques, là, TAO et compagnie, là, sont réservées aux clientèles 18 ans et plus. Ben, OK. on a des services aussi internes pour les jeunes. C'est aussi, OK. Merci beaucoup. ça fait plaisir. Donc, Mélanie, je vous cède le micro. Oui, je me demandais juste au niveau de la clientèle anglophone. Récemment, j'ai eu à faire c'est même pas un débat, c'est pour les jeux vidéo en ligne, là. Je sais Oui, même pas c'est quoi son petit nom, là. Mais fait que là, on m'a référé à Foster, qui finalement est au. Tu sais, l'usager oui. habite à Montréal, puis finalement, Foster, ça fait partie C'est dans les services de la spécialisés en Montérégie, dépendance. là. Non, en fait, depuis 2025, depuis avril, ils sont dans nos services, aux services spécialisés en dépendance. Ah, bon, ben c'était un petit Oui. peu avant ça, ouais. Fait que les anglophones sont rendus Ah, avec ils les sont francophones rendus. dans toutes les sphères.
Oui, en fait, les services internes se donnent encore je pense qu'ils sont à Saint-Philippe, là, sur la rive sud, mais les services externes sont maintenant, font maintenant partie des services spécialisés en dépendance de l'île de Montréal. OK, parfait, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Mme Charrette? Sinon, pour les personnes qui désirent, Mme Charrette, obtenir là, ou accéder au service d'hébergement pour faire un arrêt là, de consommation, tout ça, est-ce qu'ils doivent préalablement avoir suivi ou obtenu un accompagnement de votre part? Ben, Ou en fait, les gens vont être référés, excusez-moi, je ne vous ai pas laissé finir votre question, mais en c'était ça? Oui, vous avez bien compris. En fait, les gens, quand ils appellent chez nous et qu'ils nous disent, moi, je veux faire un séjour à l'interne, par exemple, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur donner un premier rendez-vous d'évaluation, parce qu'il faut quand même évaluer. Si c'est vraiment urgent, là, on va les référer, on va leur dire, ben là, faut aller à l'hôpital ou il faut vous rendre dans une clinique. Mais normalement, on va les évaluer, puis au moment de l'évaluation, avec eux, on va déterminer qu'est-ce qu'ils veulent faire. Des fois, ils disent, ah, ça me prend des services à l'interne, mais des fois aussi, à la rencontre, ils se rendent compte que ils ont pas l'opportunité, il va y avoir toutes sortes de raisons pour soit refuser ça, mais accepter d'autres services plutôt à l'externe. Ça fait que on veut les voir avant, généralement, pour déterminer avec eux, est-ce que c'est vraiment le bon service? Tu sais, est-ce qu'on est en train de tuer une mouche avec un bazooka, là? On veut évaluer correctement. Fait que on va évaluer ça avec eux, puis à ce moment-là, on va faire la référence à l'interne si c'est vraiment indiqué là, de le faire. Mais on refuse. L'idée, c'est pas de refuser des services ou de rendre ça difficile, c'est autrement de leur faciliter la vie parce que des fois, même les gens eux-mêmes ont l'impression que ce que ça leur prend, c'est quelque chose d'interne parce que ça fait 1000 fois qu'ils essaient seuls d'arrêter de consommer puis ils n'y arrivent pas. Fait que des fois, c'est une impression qu'ils ont, mais des fois, on va se donner aussi une marge de manœuvre pour travailler des choses à l'externe avec eux, ce qui va favoriser aussi des fois la réadaptation. OK. OK. Il y a Julia qui pose la question dans la zone de chat, là. Est-ce que vous pouvez en dire plus sur les ressources en matière de jeu, de dépendance aux jeux de hasard, aux jeux d'argent, tout ça, pour les clientèles anglophones, en fait, puis, parce que Madame Julia travaille au Jewish Hospital. Ben, normalement, c'est les clientèles jeux ou utilisation problématique d'Internet sont suivies dans nos services au même titre que les gens qui ont un trouble d'usage de substances. Donc, peut-être téléphoner au guichet là, pour voir avec la personne ou vous présenter sur place pour une évaluation, mais ces services-là sont inclus dans les services externes de réadaptation. Donc, pour obtenir les services, puis, par exemple, un intervenant, il accompagne un gars dans son organisation. Si cette personne-là veut obtenir aussi des services pour diminuer sa consommation ou l'arrêter, elle doit nécessairement, notamment passer par un des guichets d'accès du CLSC pour après ça obtenir vos services ou se diriger directement chez vous, là. Non, non, se diriger directement chez nous. OK. On veut le plus possible enlever les barrières. OK. On veut pas plusieurs étapes pour nous atteindre. En fait, dans les meilleures pratiques, là, quand quelqu'un lève la main pour avoir de l'aide en lien avec une dépendance, généralement, on réfère directement au service spécialisé ou en tout cas, tu sais, la, tu sais, si c'est quelqu'un, par exemple, qui utilise des substances depuis un mois, on va essayer peut-être avant l'intervention précoce, mais quand c'est quelque chose de plus substantiel, on va essayer d'intervenir là, vraiment le plus rapidement possible. Puis toujours le plus rapidement possible, même si ça fait juste un mois que la personne elle consomme, là, il faut quand même limiter les dommages. Donc, on OK. va. Puis, tu sais, si vous n'êtes pas certain, de toute façon, vous pouvez toujours contacter le guichet d'accès en dépendance. Puis, la personne qui va vous répondre va faire le débat avec vous, puis va vous dire, ben, c'est peut-être préférable que la personne ait à tel endroit plutôt qu'à tel endroit. Puis, ça va toujours être des services, c'est dans les CIUS de l'île de Montréal. Les services d'intervention précoce ou les services spécialisés en dépendance. OK. Bon.
Ben, je vois pas d'autres questions. Est-ce que je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions? Moi, j'en ai pas d'autres. Sinon, je remercie encore une fois vraiment beaucoup Mme Charrette pour cette belle présentation. C'est des services qui gagnent à être connus, ça c'est certain. Il y a certaines personnes qui ont mentionné dans le clavardage là, si la présentation allait leur être envoyée. Oui, tout à fait. Donc, jeudi, vous allez recevoir un courriel avec la présentation, le lien vers l'enregistrement aussi de la conférence midi, puis un petit sondage d'appréciation sur l'activité comme telle. Donc, il y a plusieurs mains d'applaudissements là, que je vois se défiler, tout ça. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, on terminerait l'activité ici. Puis, vous allez recevoir aussi là, prochainement une autre communication de la part du ROIM là, pour la prochaine conférence midi qui va avoir lieu le 10 décembre prochain et qui portera sur l'accompagnement des personnes qui accompagnent des personnes qui ont vécu un abus sexuel là, à l'âge adulte ou à l'âge durant leur enfance. Donc, ça va être une conférence midi qui va être faite par une intervenante de l'organisme CRIFAS à Montréal. Donc, encore une fois, merci beaucoup, Mme Charrette. Merci aux personnes qui Ça étaient fait présentes plaisir. ce midi. C'est très apprécié. Donc, on vous remercie et on vous souhaite une bonne fin de journée.